L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Et c'est toujours en direct du RIS à Villeurbanne pour l'école de l'Anthropocène 2022 que l'on vous retrouve dans Regard sur l'actu. Nous accueillons à présent Arnaud Demanche, humoriste, pour se demander si l'on peut rire de tout, éco-anxiété et humour face à la grande catastrophe. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Merci de m'accueillir. Alors Arnaud Demanche, vous vous êtes fait remarquer en 2004 en créant le faux blog de Jacques Chirac qui a trompé les journalistes et vous a ouvert les portes de Canal+. Ouais. Vous avez créé Les Gérards, une émission qui visait à décerner le pire de la télévision et du cinéma. Co-créé, tout à fait. Vous avez été auteur pour Nicolas Canteloup pendant près d'une dizaine d'années. Co-auteur. Et soyons précis. Et depuis septembre 2018, vous jouez votre one-man show intitulé Blanc et hétéro, qui est produit par Calmia Productions à l'Apollo Théâtre. Vous êtes en tournée actuellement et vous jouez ce soir à Caluire au Radiant. Au Radiant, ouais. Et vous avez également profité du Covid, puisqu'il faut toujours des profiteurs de crise. C'est ça. Pour réaliser des petites vidéos d'actualité humoristique qui ont rencontré un certain public. Oui, parce que les gens avaient besoin d'une petite tape sur l'épaule pendant la période du premier confinement. Tout le monde a vécu le premier confinement comme Ebola, quoi. Enfin, le Covid, ça faisait vraiment, vraiment très, très peur. On pchitait les paquets de jambon, on nettoyait tout, on enlevait les chaussures. Enfin, c'était effrayant. Et on va révéler quand même un petit secret, François. Non, nous sommes cousins et donc on se souvient qu'il y avait des membres de notre famille même qui n'osaient plus sortir puisqu'ils avaient peur d'attraper une saloperie qui flottait dans l'air. Donc c'était hyper angoissant. Et de cette angoisse est venue l'envie de calmer les gens, de les rassurer, de les consoler, de les prendre un peu dans les bras et de dire oh on se détend. Voilà, faut quand même rigoler. Toujours de ce qui nous arrive. Pourquoi ? Parce que le rire est pas juste une moquerie ou de la dérision. Non. Ça peut être quelque chose. C'est pas pour rien qu'on a des clowns d'hôpital. C'est parce qu'il y a quelque chose que ça permet de dédramatiser. Il y a un côté rire médecin là-dedans. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant le confinement. Super. Alors du coup, nous, tu sais que... Ça, l'approbation. Je suis là pour remercier mon cousin. J'étais vous voyez déjà, c'était un peu bizarre. Oui, non, mais c'était curieux. Et à la fois, ça va pas être la réunion de famille. On va se tutoyer. Donc on est là sur Radio Anthropocène. T'as pu l'entendre. Les nouvelles qu'on donne à notre public sont pas des plus réjouissantes, hélas, mais c'est aussi un travail d'information publique. Déjà, je voulais te demander, et on voulait te demander, est-ce que tu connaissais le terme d'anthropocène, toi personnellement ? Alors, je l'avais déjà entendu parce que je suis quelqu'un de cultivé. Non, mais je l'ai entendu dans le débat public. Il flotte dans l'air. Je comprends vaguement que c'est la période de l'âge, enfin de la vie de la Terre où l'homme commence à vraiment la marquer. Voilà, c'est la définition que je m'en suis faite, mais après c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est tout à fait à propos, je crois. J'ai combien ? J'ai 12 sur 20, 14 ? Je pense que notre directeur de l'école, Michel Lussot, abonderait dans ton sens. Et il faudrait rajouter à ça peut-être le fait qu'on en prend conscience. C'est aussi ce moment où on réalise qu'on modifie globalement le cours des choses. Mais il y a une vraie prise de conscience chez les humoristes de l'état du monde depuis une dizaine d'années. Et c'est concomitant avec l'explosion du stand-up. Parce qu'avant, on faisait des sketchs sur... la caissière de supermarché, la cagole, la grand-mère acariâtre, enfin, c'était des galeries de personnages. Et ça a tendance quand même... Alors, il y en a toujours, et le style est encore très utile pour parler du monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le stand-up arrive pile à ce moment-là, au moment où on conscientise ce truc-là. Conscientise ce truc-là. Parce que le stand-up, c'est une forme de discours on est plus dans de la grosse chronique, tu vois. Donc c'est une forme de discours qui est plus débridée et il y a une volonté d'éducation populaire dans le stand-up. Quand t'as un propos, parce qu'évidemment tu peux faire des trucs sur on oublie tous des stylos chez soi, enfin des trucs qui n'ont pas un énorme intérêt à l'échelle biologique et anthropocénique du monde. Mais le stand-up, il y a beaucoup de stand-uppers qui essayent de développer un discours sous-jacent.
c'est mon cas, très modestement. Je dis pas du tout que je vais changer le monde, mais je sais que à chaque fois que je finis mon spectacle, il y a une part du public qui repart avec un sujet de réflexion. Alors le spectacle, il s'appelait Blanc et hétéro jusqu'à lundi. Là, il a changé de nom. Alors, il va s'appeler Faut qu'on parle, qui est à la fois une phrase qui annonce des trucs désagréables et à la fois une nécessité. Et on est pile là-dedans. C'est-à-dire, faut commencer à parler de sujets qui sont à la fois sérieux et angoissants, mais en gardant cette capacité d'abord à trouver un consensus dans les conversations, puisqu'on se rend compte que les dialogues et les débats, notamment sur Internet, sont vachement plus polarisés qu'avant. Je crois qu'à ce titre, d'ailleurs, tu as été modérateur pendant un temps sur des sites complotistes, non? Ouais, ça en fait, j'étais modérateur sur les sites qui étaient montés par Carl Zero et donc qui avaient drainé beaucoup de complotistes. Donc c'était devenu complotiste sans qu'on le veuille vraiment. On voulait faire une info, un peu hors des clous, altermédia, tu vois, ce genre de truc. Et puis au final, c'est devenu le repère des fous. Mais donc j'ai modéré ça pendant... alors modérer, c'était un bien grand mot. Je faisais en sorte juste que tout reste dans le cadre de la légalité et que les gens ne s'embrouillent pas trop, parce que t'es jamais à l'abri qu'il y a des escrocs qui profitent de ces gens-là. Là, on le voit depuis l'explosion du Covid. Il y a pas mal d'escroqueries qui se sont mises en route, notamment chez les antivax, qui te vendent des remèdes magiques, les pierres de mes couilles et les extracteurs de jus qui font soigner le cancer et ce genre de conneries. Donc t'en as de plus en plus. Mais donc ouais, j'ai appris à reconnaître les discours dangereux et les séparer des gens qui doutent. Parce que chez les complotistes, t'as des gens qui sont juste mal informés, qui doutent, et le doute, c'est quand même plutôt ça. C'est même la base de la science, le doute. C'est de te dire, est-ce que vraiment ça... Et en ayant ce genre de doute, après tu testes, tu vérifies, tu mets en place des protocoles expérimentaux et t'aboutis à une certitude. Mais douter, c'est quelque chose qui est plutôt sain. Pardon. Ouais, vas-y. Et donc je peux parler 2 heures, moi. Donc n'hésite pas à m'interrompre. On a 1 heure devant nous, c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, tu parlais du fait que les humoristes se servaient du quotidien pour amener peut-être des sujets un peu plus de fond et faire rire avec ça. Toi, comment est-ce que tu fais ça? Quels sujets tu abordes? Et quels sont les sujets qui te tiennent à cœur et comment, par quel biais humoristique c'est marrant parce que on parle là de l'anthropocène et de l'angoisse que ça peut générer, mais j'ai fait une vidéo sur ce thème-là, par exemple. J'ai fait une vidéo de 4 minutes sur faut-il faire des enfants dans ce monde? Ce qui n'est pas une question a priori marrante, mais avec l'humour, on peut commencer à esquisser des pistes de réflexion intéressantes autour de ça. Moi, j'en suis arrivé à une conclusion qui est toute personnelle, qui est que les enfants, il y en aura, ça dépend de comment on les éduque. Si t'es pas responsable de du fait que tes enfants respirent, évidemment, ils respirent, ils dégagent du dioxyde de carbone. Après, t'es responsable de ce que tu leur mets dans le crâne pour qu'ils essaient de compenser ça au maximum et de faire du monde un endroit plus beau. Donc, c'est pas tellement la question de est-ce qu'on doit continuer à croître en tant qu'espèce, c'est qu'est-ce qu'on met dans le crâne de notre espèce et comment on la fait évoluer intellectuellement pour que le monde soit meilleur demain. Mais ça, c'est un raisonnement très personnel. Je pense que le fait de dire non, je ne veux pas faire d'enfants parce que je veux pas polluer, il est valide. Et le fait de dire non, je veux faire des enfants parce que je suis avant tout un animal et que c'est aussi mes réflexes de cerveau reptilien qui me poussent à me reproduire. Et puis, j'ai envie d'avoir des enfants parce que j'aime les enfants et que j'ai envie d'en avoir. Enfin, tout est valide, si tu veux. Mais c'est vrai que maintenant, on en est à se poser ce genre de questions. Et le rôle de l'humoriste est de dire ces questions existent, dédramatisons-les déjà. Et moi, je suis désolé, Emma, je saisis la balle en vol, mais juste eu égard à cette réflexion que tu nous partages, Arnaud, est-ce que tu as vu le film Idiocratie? Est-ce que on pourrait même radicaliser la position en disant qu'on a presque une responsabilité de faire des enfants pour bien les élever, En tout cas, on a la responsabilité, une fois qu'ils sont là, de les éduquer au maximum. Faut leur mettre du plomb dans la tête. Faut qu'ils soient intelligents. Effectivement, on est dans un monde de plus en plus bête. Il y a une étude là qui est sortie. Apparemment, on aurait perdu 4 points de QI en France depuis 99. C'est en 20 ans, c'est pas rien. Ça descend vite. Hein. Après, il y a plein d'explications. Mais en tout cas, c'est des questions à se poser, ouais. Est-ce que tu parlais de sujets sensibles tout à l'heure, est-ce que ça t'est arrivé avant de faire une vidéo de dire ah non, ce sujet je peux pas le traiter? Est-ce que tu t'es déjà censuré ça? Non,
Non, il y a une vidéo que j'ai dû retirer parce que ça devenait dangereux pour les gens qui la commentaient. C'est une vidéo sur la chasse. Alors, on parle famille, on est cousins avec François, mais on a d'autres cousins qui sont chasseurs. Je sais que eux n'ont pas apprécié. Mais c'était une vidéo, voilà, pour botter le cul de Willy Schren, qui était le président de la fédération et qui avait fait une campagne lunaire. C'est notre grand ami dans le journal, on en parle assez souvent. Tu avais une campagne de com lunaire où tu avais des jeunes de banlieue qui disaient « Ouais, putain, la chasse à courre, je kiffe trop !» Ça n'a aucun sens, parce qu'on sait que c'est pas vraiment un loisir qu'on retrouve beaucoup à Aulnay-sous-Bois, la chasse à courre. Donc, non, pour le dire de façon un peu cool. Mais oui, c'est plutôt des charlubert, quoi, ou des bourgeois de campagne. Donc, c'était pour me foutre un peu de sa gueule. Et en fait, ça a dégénéré parce qu'il y a des chasseurs qui n'ont absolument aucun humour sur eux-mêmes. Pas tous, mais il y en a une grosse partie qui a pas de recul sur sa pratique et qui n'aime pas la dérision et qui, du coup, s'est immédiatement mise en défense. Et la meilleure défense étant l'attaque. Et ils se sont mis à attaquer les followers en leur envoyant des messages du genre « Je sais où t'habites, je vais venir plomber tes volets. » Ouais, et si ton chien... Faire gaffe parce qu'ils sont armés en plus. Ouais. Ces gens-là. Donc, comme il y avait des mecs qui menaçaient de foutre des coups de fusil dans les volets des mamies, je me suis dit, bon, allez, on retire la vidéo, c'est pas bien grave, j'en parlerai sur scène. Sur Internet, il faut quand même avoir conscience que d'un seul coup, ça peut se répandre comme une traînée de poudre, mais il n'y a pas de sujet. Après, il y a des sujets où, quand on les traite, on sait qu'il y a des catégories qui n'ont aucun humour sur elles-mêmes. Aucun humour. Sur d'autres catégories, elles peuvent en avoir, mais sur elles-mêmes, jamais. Les islamistes radicaux, les féministes radicales, les extrémistes de droite et les chasseurs. C'est les quatre. Non, on peut en parler, mais faut savoir que c'est les quatre qui vont avoir les réactions les plus violentes. Parce que c'est des gens qui n'ont, encore une fois, aucun humour sur leur propre catégorie. Ils peuvent en avoir sur d'autres catégories, ils peuvent même être assez précieux dans certains cas. Je pense aux féministes radicales. C'est une catégorie qui peut être précieuse si on veut aborder d'autres sujets, parce qu'elles vont te soutenir. Il n'y a rien de précieux chez les islamistes radicaux, évidemment, mais on peut les avoir en backup, certaines catégories, pour parler d'autres sujets. Par contre, s'il s'agit d'avoir de la dérision, voire simplement du recul, et je parle même pas d'intelligence sur leur propre combat, alors là, oublie. C'est 4 catégories qui ne parleront jamais d'elles avec de la dérision. Et alors Arnaud, justement, tu fais un travail qu'on pourrait qualifier presque de médiation. Tu nous dis qu'il faut qu'on parle aujourd'hui et tu participes à, je dirais pas vulgariser, mais je dirais médiatiser certaines problématiques. Et je crois que même tu travailles des problématiques qui te sont soulevées par ta communauté aujourd'hui, oui. Par des gens qui, en fait, tu as des commentaires et tu vas réfléchir à partir des réactions de personnes qui te suivent. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la façon dont tu travailles et dont tu construis tes vidéos, comment tu les sources ? En fait, une des grandes angoisses des gens, c'est de pas être entendu et de pas être écouté. Il y a énormément de gens qui se sentent négligés aujourd'hui. Et ça a été un des trucs qui a fait cette polémique autour des gens qui ne sont rien. Parce que les gens qui sont rien, ils existent quand même, et d'un seul coup, on leur a mis dans la gueule qu'ils n'existaient pas et qu'ils étaient quantité négligeable. Alors qu'on a vu pendant le Covid qui faisait tourner un pays, et ce qui a donné cette formule que j'ai utilisée dans une vidéo, qui est les gens qui sont rien, en fait, ils sont tout. Parce que voilà, une société se construit avec tous ses membres. Et il y a plein de gens qui déplorent de pas être écoutés. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur des sujets comme le handicap, tu vois, la déconjugalisation de l'aide. J'ai travaillé sur les profs, j'ai travaillé sur les soignants, j'ai travaillé sur des catégories dont on parle pas. Il y a des pompiers qui m'ont écrit, il y a des routiers qui m'ont écrit en disant on parle jamais de nous. Il y a des agents d'entretien, des gens qui disent moi je travaille dans une maison de retraite, j'ai torché 20 vies aujourd'hui, personne n'en parle jamais, on s'en contrefout de mon métier. Et c'est vrai que j'ai fait des vidéos. Soit je mentionne ces gens-là, soit je leur rends hommage, soit je fais vraiment des trucs thématiques qui informent et qui font rigoler autour de leur travail et de la manière dont ils sont considérés. Parce que les profs, par exemple, on les a beaucoup vus comme des feignasses. Les soignants, on les a beaucoup vus comme des gens qui coûtaient cher. Et puis on a bien vu qu'ils étaient indispensables. On a rogné dans l'hôpital encore et encore. Moi, j'ai fait des vidéos sur l'hôpital avant que le Covid existe, pour dire il y a déjà un souci.
Et puis, j'ai fait des trucs sur les sages-femmes, les trucs comme ça, mais toujours avec l'idée de rigoler quand même. Parce que justement, je suis pas homme politique. Et alors justement, il y a une forme de quasi, je dirais, de thérapie collective par le rire, en fait, dans ce que tu proposes, et aussi à travers la constitution. Aujourd'hui, on voit de communautés numériques et de communautés de soutien dans lesquelles les gens peuvent se sentir entendus. Dans les commentaires de ta communauté, j'ai l'impression qu'il y a une forme de bienveillance assez radicale qui peut s'entendre. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui justement de ces liens que tu permets peut-être de tisser aussi avec ton travail? La communauté qui s'est développée sur ma page, c'est pas ma communauté déjà, c'est des gens qui sont parfaitement indépendants et autonomes. Elle est hyper bienveillante parce que d'abord c'est ce que j'ai essayé d'insuffler dans les vidéos. Et ensuite, j'ai été assez impitoyable avec les gens qui ne l'étaient pas bienveillants, justement. Et dès qu'on avait des conspirationnistes agressifs, des gars qui te disent qu'on va te tondre à la libération et qui sont agressifs avec d'autres, on les a foutus dehors. Et j'ai jamais cédé un pouce de terrain, ni à l'extrême droite, ni au racisme décomplexé, ni au complotisme anti-masque, anti-vax, machin. Je leur ai jamais laissé un pouce de terrain. J'ai dit que vous doutiez, c'est une chose, que vous colportiez des trucs faux, c'en est une autre. Vous dégagez. Et j'ai banni à tour de bras. Mais ce qui a eu comme effet de montrer aux autres qu'il y avait une exigence dans le propos. J'allais pas laisser dire n'importe quoi à n'importe qui, parce que je crois que la liberté et la propagande, c'est deux choses. La liberté d'expression et la propagande, c'est deux choses différentes. Et quand j'ai des mecs qui viennent sous une vidéo sur le racisme m'expliquer que la forme des boîtes crâniennes des Noirs, etc., je les dégage en fait, parce que la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi, et encore moins d'insulter des gens. Si je te traite de connard, je peux pas m'abriter derrière ma liberté d'expression, tu vois. Alors, moi, je suis un acharné de la liberté d'expression. Je pense que c'est très important de pouvoir développer des idées nouvelles et de pouvoir les défendre, même si on n'est pas d'accord avec. Mais, encore une fois, la propagande, c'est autre chose. Et jamais j'ai laissé des gens escroquer d'autres gens sur ma page en disant bah voilà, vous avez peur du Covid, et ben sachez que j'ai un remède miracle. C'est le collier de Saint-Machin, et puis c'est mon extracteur de jus de céleri, et puis c'est les conférences de Jean-Jacques Crèvecoeur, et puis c'est des bouquins à 60 balles sur les auras luminescentes qui viennent des statuettes magiques de je ne sais où. Enfin, les escrocs, je les ai foutus dehors. Les gens qui expliquaient que si on avait des masques, on respirait de notre dioxyde de carbone et qu'on allait mourir, je les ai foutus dehors. Donc ça a participé à un truc que j'ai piqué à Pierre Desproges, qui est ne jamais s'abaisser au public, l'élever à soi et au discours qu'on veut générer collectivement. Donc ça a généré une forme de bienveillance et d'exigence, et je pense que les deux vont de pair. On peut pas être bienveillant si on n'est pas exigeant avec les gens, et que du coup, oui, ils se sont tous entraidés les uns les autres, et ils ont créé des liens qui a fait que alors c'est tout bête, je vais prendre des exemples tout cons, mais quand il y a des gens seuls, il y a des gens de ma communauté qui leur écrivent, qui commencent des correspondances et des relations épistolaires pour les sortir de leur solitude. Il y a des gens qui avaient peur, il y en a d'autres qui leur ont écrit en disant bah moi je travaille à l'hôpital, tu veux, en ce moment ça se passe comme ci, comme ça, il n'y a pas de raison d'avoir peur, on contrôle la situation. Il y a des gens qui veulent venir au spectacle mais qui sont seuls, et ben ils postent un commentaire, et puis il y a des gens qui disent bah viens avec notre groupe, ça nous fera plaisir. Il y a des gens qui avaient peur de certaines choses, ou qui vivaient des moments difficiles. J'ai posté des liens pour accéder à leur boutique, et ça leur a fait leur chiffre d'affaires, ou des vidéos pour accéder à leur boutique, ça leur a fait leur chiffre d'affaires. Voilà, il y a une entraide dans ma communauté, même si j'aime pas dire qui fait que on a créé une espèce de lien sociétal, un peu hippie, un peu de réseau réellement social. Ouais, un peu hippie collectiviste, mais c'était assez marrant à vivre,
parce que il y avait plein de gens qui avaient besoin de ça. Ouais. De pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, alors que sur Internet, t'as quand même tendance à être dans ton couloir de nage et à pas vraiment t'occuper de... L'autre n'est qu'un commentaire auquel répondre de façon agressive, d'une manière générale, sur Internet. Parce que c'est marrant de troller et que c'est marrant d'envoyer chier quelqu'un et que on a tous cette petite gourmandise. Mais là, il s'est passé ce truc hyper intéressant de... ah ben j'ai vu que tu faisais tel truc, et ben moi je fais tel truc, si tu veux je t'échange tes bougies parfumées contre mes bracelets, ou je t'échange ta pâtisserie contre mes je sais pas moi, mes briques à l'œuf. Enfin il y avait plein de trucs. J'ai eu des gens de tous les horizons qui ont communiqué les uns avec les autres pour s'apporter quelque chose. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité, à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté et nous n'en sortons pas. Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène. Nous sommes dans les Regards sur l'actualité en compagnie d'Arnaud Demanche, mon cousin. Quelle chance de te revoir ici. Bonjour. Donc Arnaud, tu es ici sur une radio scientifique qui cherche à médiatiser, non pas à vulgariser, puisqu'on partage ici ton sens de l'exigence et de la bienveillance. On essaye. Et donc on essaie de faire l'intermédiaire, je dirais, entre la recherche, la science, la politique, pour permettre au plus grand nombre de faire les liens qui nous font aujourd'hui peut-être un peu de défaut. Et à ce titre, je voulais t'interroger sur le film qui a défrayé la chronique récemment. Tout le monde en parlait, le film Don't Look Up, qui a explosé les charts de Netflix, pardon, pas Netflix, et dans lequel on peut voir une tendance un peu fâcheuse dans une forme de société du spectacle où les gens ne parviennent pas à entendre en fait ce qui importe. Est-ce que tu aurais une réaction à ce titre? Ben c'est compliqué parce que le monde est anxiogène au quotidien. C'est-à-dire, c'est pas comme si les gens s'intéressaient pas à quelque chose de compliqué. Déjà, tu vois, en ce moment, ils gèrent une épidémie quand même. Et puis, ils gèrent un pouvoir d'achat qui est en baisse. Donc, ça veut dire gérer le fait que le 25 du mois, tu commences à te poser des questions sur ce que tu vas manger. Enfin, il y a 8 millions de pauvres dans ce pays. Les gens sont pas, en train de se rouler dans les prés et les coquelicots en regardant juste les émissions de Nabila et en lisant des BD, quoi. Enfin, j'adore la BD en plus, c'est très con de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas une espèce d'insouciance. Ah non, et on partage ce constat. Et ils sont plus, à mon avis, écrasés par des mauvaises nouvelles. Et le réchauffement climatique, comme c'est quelque chose qui est moins perceptible au quotidien, c'est juste que c'est gentil, mais ça viendra plus tard. Et que pour les gens, les gens que tu croises dans la rue, je veux dire, ils ont conscience du truc quand même. Quand t'en parles, il y a personne, à de très rares exceptions près, dans le monde de tous les jours, personne ne le remet en cause et tout le monde voit bien que de toute façon, s'il n'y a pas un problème de réchauffement climatique, il y a un problème de pollution, et que si c'est pas un problème de pollution, c'est un problème qu'il y a plus d'insectes. Enfin, on a tous fait le constat qu'il y a plus d'insectes qui s'écrasaient sur nos pare-brises quand on partait en vacances. Il y a moins de chants d'oiseaux. Tu ne vois plus les étoiles quand t'es en ville. Enfin, les rivières polluées, les marées noires, les machins. Tout ça, les gens en ont conscience. Donc, c'est pas un problème de prise de conscience générale, c'est un problème de décision politique à grande échelle. Et que tout le monde fait des efforts du type j'écrase les bouteilles en plastique, je coupe le robinet quand je me brosse les dents, je prends des douches au lieu des bains. Tout ça, c'est intégré. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste que les hommes politiques disent à partir d'aujourd'hui, monsieur Vittel, monsieur Evian, monsieur Badois, vous vendez plus rien en bouteilles en plastique, vous mettez du carton. Ça, c'est fini. Parce que la masse populaire, elle a quand même des actions qui sont limitées, quoi. Je veux dire, si tu lui mets dans les rayons que des trucs polluants, bah elle va acheter que des trucs polluants puisqu'elle a que ça. Donc c'est une décision politique. Donc je crois que Don't Look Up, ça dit bien ce truc-là au niveau des décisions politiques. C'est les hommes politiques qui doivent changer ça. Nous, bah on est bien désolé, on fait tout ce qu'on peut, on agit au quotidien à notre mesure, mais à un moment, quand t'es abreuvé de trucs polluants, enfin, même les véganes les plus extrémistes sont incapables de slalomer entre tous ces trucs. Et il y a une erreur des politiques qui est de croire que les gens sont pas prêts.
Non, c'est pas vrai. Les gens sont tout à fait prêts. Les gens, ils ont été prêts à renoncer à sortir en 24 heures. Donc, ils sont tout à fait prêts à plus acheter de bouteilles en plastique et ils sont tout à fait prêts à plus à consommer des pailles et des trucs comme ça. Ça leur prend 2 secondes à changer ce truc-là. Mais Don't Look Up, ça c'est bien vu parce que ça dit ça. Ça dit que c'est pas un choix qui est que individuel, c'est que c'est un choix politique et que maintenant, faut arrêter de croire qu'on n'est pas prêt. Bien sûr que si, on est prêt. Évidemment que les gens sont prêts. Voilà. Et alors, si on réfléchit un petit peu à ton rôle, toi en tant qu'artiste, là-dedans, tu nous en as déjà parlé quelque peu, mais je voulais t'entendre sur la place de la culture et du spectacle pour aussi changer les imaginaires peut-être, parce que à la fois les gens ont conscience de tous ces constats, ces diagnostics qui sont anxiogènes, etc. Et dans le même temps, on est tous aussi pris par des contradictions. On peut pas être pur et on est paradoxaux, bien sûr, en permanence parfait, etc. Et je voulais t'entendre par rapport à ton épisode des vœux de 2022, parce que j'ai trouvé que c'était assez drôle par rapport au Covid. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? J'ai dit quoi déjà là-dedans? Ce que tu as souhaité pour non pas tu voulais pas souhaiter une bonne année. Oui, oui, non, c'est compliqué. Ça va, bien sûr, on la souhaite, mais bon, on va déjà se souhaiter une bonne journée. Hein, on va pas être trop ambitieux puisque les 2 dernières ont été compliquées. Mais oui, je crois que à titre individuel, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Mais il y a un moment, il faudra que ça vienne d'en haut. Alors nous, notre rôle, ça peut être de faire pression. À titre collectif, montrer qu'on est prêt et que on n'a pas peur. Mais ce truc de bouteille en plastique, chez moi, c'est assez obsédant, par exemple. Je comprends pas que ce soit toujours en vente. Ça fait 30 ans que tout le monde gueule, que tout le monde dit c'est ridicule, il faut pas le faire. Et les industriels répondent oui, mais si on vend des trucs de l'eau dans des boîtes en carton, les gens les achètent pas. Mais putain, c'est parce qu'il y a le choix. À partir du moment où il y a plus le choix, les gens ils vont acheter les trucs en carton dans les briques de lait. C'est des briques, quoi. Les gens achètent du lait quand même, ils le voient pas. Ah, c'est absurde comme raisonnement. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs qui me rendent fou. Donc là, faut effectivement qu'on commence à faire pression et à dire, on est des grandes personnes, on est capable de ça. On est capable. Et toi, quand tu diffuses des messages comme cela, est-ce que tu sens réellement que ça conscientise du coup les gens qui te regardent? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses comme ça qui passent? Oui, parce qu'il y a des gens, tu sais, faut réaliser la vie la vie des gens en moyenne. Alors, bien sûr, t'as des gens qui vivent différemment les uns des autres, mais enfin en moyenne, les gens ils ont des problèmes au boulot, des problèmes pour rembourser la maison, des problèmes pour payer le loyer, des problèmes avec leurs gosses, des problèmes avec et puis il y a toujours une connerie. Tante Mathilde, elle s'est pété le col du fémur, il faut emmener le chien chez le vétérinaire. Il y a toujours quelque chose qui te parasite l'esprit. Donc s'intéresser aux grands problèmes du monde, c'est une fenêtre assez courte dans le temps que t'as dans la journée. Donc nous, notre rôle, c'est de juste planter des petites graines et leur faire parfois prendre conscience de trucs qui pour nous, qui sont dans les médias, sont des évidences, mais qui pour eux, l'est pas du tout. Moi, j'ai un passage dans le spectacle où je leur apprends que Bolloré a racheté Canal et a fondé CNews, et que sur CNews, il ne diffuse que des gens avec qui il est d'accord. Et que les gens avec qui il est pas d'accord, mais qu'il a obligation de diffuser, il les met la nuit à 4h du matin. Mais la plupart des gens ont absolument pas conscience de ça. Ils savent pas que Bolloré a racheté Canal. Simplement, quand tu leur as dit, il a viré les Guignols, ils font, ah oui, c'est vrai, il a viré les Guignols. Ouais, puis il y a plus les émissions qu'il y avait avant. Vous vous souvenez? Avant, il y avait plein d'humoristes partout. Avant, il y avait des émissions d'enquête, il y avait des trucs de, comment il s'appelle, l'effet papillon, les trucs comme ça. Aujourd'hui, ça existe plus. Maintenant, vous avez Pascal Praud qui se branle sur les sondages d'Éric Zemmour. Et là, il percute parce que c'était diffus, mais on n'avait pas mis le doigt sur quelque chose. Donc, c'est de temps en temps, faut juste faire une petite remarque et clac, ah oui, c'est vrai, CNews, c'est devenu d'extrême droite. Ah oui, c'est vrai, iTélé n'existe plus. Ah oui, c'est vrai, les émissions d'enquête, ça a disparu. Ah oui, c'est vrai, les humoristes, ça disparaît. Et la concentration des médias. Puis après, ils se mettent à cogiter. Mais c'est des trucs qui sont auxquels ils ne consacrent pas de temps dans la journée, tout simplement parce qu'ils en ont pas. Ils sont dans leurs problématiques de tous les jours, qui sont déjà remplir le frigo, faire en sorte que les gamins travaillent à peu près bien à l'école et s'occuper des vieux.
Ouais. Et alors moi justement, je voulais t'interroger parce que on l'entend, on vit dans quand même une période compliquée, quoi. Les gens ont leur tracas quotidien, c'est douloureux, c'est la galère. On partage des préoccupations pour la santé mentale également. C'est un truc qui nous est cher, etc. Je sais pas si tu as vu la meilleure version de moi-même de Blanche Gardin, et moi je voulais te demander, mon cher cousin, déjà toi comment tu vas vraiment, parce que en fait elle interroge aussi le rôle de l'humoriste là-dedans, qui serait la personne qui catalyse et qui rassemble tous les maux de la société pour finalement les sublimer par le rire. Donc est-ce que toi tu vas bien, Arnaud? Moi ça va. Oui, globalement ça va. Je suis comme tous les humoristes, je suis quand même angoissé par le fait que les gens, ça fait 2 ans qu'on leur dit faut pas sortir, donc évidemment pour vendre des billets c'est pas facile, mais en dehors de ça va, parce que j'ai la chance que je passe un peu entre les gouttes à ce niveau-là. Mais je suis inquiet pour des collègues à moi, par exemple. Voilà. Mais non, grosso modo, moi ça va. J'ai la chance de vivre bien, du métier qui me plaît, avec une femme charmante. Enfin, tout va bien. Mais oui, bien sûr, je me pose des questions sur le monde qui nous attend. Mon quotidien va bien, mais après, le futur, on s'angoisse forcément. Et sur le rôle de l'artiste plus largement et l'avenir de cette profession justement Cette profession va très mal, on va pas se mentir. Cette profession est dans un état catastrophique. Si cette année on n'en perd pas 20%, on a de la chance. Mais cette profession va extrêmement mal. Il n'y a plus d'émissions pour nous accueillir. À part 3 bricoles sur France Inter et la matinale d'RTL, il n'y a plus d'humoristes nulle part. Les émissions de Canal, c'est fini. Les émissions de Ruquier, de On ne demande qu'à en rire, tout ça, ça n'existe plus. Les émissions de divertissement, ça n'existe plus. Patrick Sébastien, qui faisait venir 5 humoristes tous les samedis soirs, ça n'existe plus. Les snipers dans les émissions de débat, type Fogiel et Ardisson, ça n'existe plus. Donc on n'a plus d'exposition. On est coincé entre le politiquement correct et la censure, parce que le politiquement correct, on va pas se mentir, ça nous a fait énormément de mal. On a toute une frange de gens qui, de 2010 à 2015, pensaient que la moindre vanne était une offense et que rire était systématiquement de la moquerie et que fallait être gentil avec les gens. Et bon, ça, on a vu des conséquences dans notre métier. Je vais pas mettre sur la table un sujet qui est épineux, mais je crois que avoir tapé autant sur Charlie Hebdo pendant 5 ans n'a pas abouti à un apaisement des consciences, et je crois que ça leur a mis un point rouge au milieu du front, et que quand la cible est marquée comme ça, c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment quelqu'un tire dedans. Et que de l'autre côté il y a la censure, et que la censure de Bolloré, la promotion de l'extrême droite, la censure des rédacteurs en chef qui ne veulent pas avoir un souci avec la vanne de trop, tout ça fait que ce métier va extrêmement mal, qu'il va mal dans tous les pays qui pratiquent le stand-up, l'humour et le théâtre, et que là, oui, bien sûr, il y a une inquiétude à avoir. Et à la fois, pardon. Vas-y. Et à la fois, j'ai l'impression que les humoristes, et tu en fais la preuve, ont su s'adapter par le développement d'autres contenus, où vous vous autoproduisez finalement par l'usage des réseaux sociaux, des vidéos. Bien sûr, mais les réseaux sociaux, c'est pas les mêmes qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, sur Facebook, tu faisais 10 millions de vues assez facilement si tu avais une vidéo qui tournait bien. Aujourd'hui, si tu fais 300 000, c'est un maximum. Donc là aussi, on a une fenêtre qui s'est réduite. Notre champ d'expression est extrêmement réduit. Très, très, très réduit. Il n'y a plus de place pour nous, et il y a une volonté là-dedans. Parce que un humoriste, ça dérange, c'est un électron libre, ça dit des choses que t'as pas forcément envie qu'elles soient dévoilées ou révélées. Et ouais, du coup, ça va pas bien. Ouais. Pour notre corporation, ça va pas bien. Mais c'est encore pire pour le cinéma. C'est encore pire pour le cinéma. Si on veut tirer le fil de ce raisonnement jusqu'au bout, l'art est en train de mourir. Il est en train d'être remplacé par le divertissement, parce que le divertissement, ça a le mérite de pas être gênant et de pas être dérangeant. Mais l'art, il y a toujours une dimension choquante dans l'art. C'est une remise en question, c'est une claque, c'est « Ah putain, j'avais pas vu ça comme ça. » T'es un peu bousculé quand t'es face à une œuvre d'art, avec une ambition d'auteur, avec un gars qui, d'un seul coup, te propose sa vision de façon tellement forte qu'elle te remet en cause. Et en général, un artiste, en plus, il a bossé son sujet, donc tu vois pas tout de suite les failles de raisonnement. C'est-à-dire,
c'est forcément impactant. Mais ça, c'est en train de mourir parce que le monde est en train de se Disneyifier et que Disney ne veut pas qu'on fasse de vagues. Et est-ce que tu sens justement que les gens ont encore envie de ça ? Il y aura toujours des clients, ça c'est sûr, des gens qui sont clients de l'art. Alors pourquoi il y en a de moins en moins ? Parce que ça fout la trouille, parce que les réseaux sociaux sont des caisses de résonance énormes et que un truc qui est forcément outrancier, puisque c'est une proposition artistique, il est dérangeant et que t'as une frange de gens qui n'aiment pas être dérangés et qui du coup va faire une énorme caisse de résonance autour de ça. Va se mettre à faire un battage médiatique de tous les diables mais la persécution des artistes, c'est pas nouveau. Et j'utilise le mot en le pesant. C'est-à-dire, je sais très bien que il est violent. Mais faut bien se rendre compte qu'il y a des artistes qui ont pris des trucs extrêmement violents dans la gueule et que quand t'as 20 000 tweetos qui s'emparent de qui tu es, de ce que t'as fait, de ce que t'as proposé, ça peut être très violent à recevoir. Et encore une fois, je veux pas ressortir l'exemple de Charlie, mais Charb en a pris plein la gueule, beaucoup plus que ce qu'il méritait. Toi, tu as eu des moments où justement tu t'es senti vraiment acculé par ces messages, par des moments de haine envers toi ? Oui, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un court-métrage sur la théorie du complot. Là, j'ai pris 2000 messages d'insultes qui ont tous été déposés chez mon avocat avec menaces de mort, menaces d'en découdre. Et là, ça arrive à des journalistes. T'as des journalistes qui, parce qu'ils ont voulu démontrer que Idriss Aberkan racontait n'importe quoi ou que le professeur Perron racontait n'importe quoi, qui d'un seul coup se retrouvent avec des menaces de mort et des gens en bas de chez eux qui les attendent pour en découdre. Également, ou que ils font des reportages sur l'industrie de la viande qui pollue des nappes phréatiques en Bretagne et que derrière ils se retrouvent avec. Alors ça c'est autre chose. C'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème de défense d'intérêt privé. Et ça a toujours existé. Mais c'est moins c'est moins diffus dans la population. Là, t'as le fait que l'art soit en train de crever au profit du divertissement, c'est aussi quelque chose qui vient d'en bas. Ça vient et d'en haut et d'en bas. On est à la croisée parce qu'évidemment, comme ça fait 20 ans que on a moins d'ambition artistique et qu'on se dit oh là là, faut pas faire de vagues, oh là là, faut pas choquer les gens, le champ de tolérance se réduit. Et il y a des gens en toute bonne foi qui sont très choqués et qui veulent en découdre avec des trucs qui les auraient pas choqués du tout 20 ans plus tôt. Mais là, c'est quand même une pression qui vient d'en bas. Alors que la pression que tu décris, avec laquelle je suis d'accord, vient quand même d'en haut et d'intérêt privé. Là, nous, on est coincés entre deux trucs. Mais je pense que l'art est en train de crever gentiment. Et en guise de conclusion, est-ce que tu as des projets pour le futur ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Projet un peu plus réjouissant que l'art va crever. Oui, bien sûr. Non, mais honnêtement, j'espère que la fin du Covid va déboucher sur quelque chose qui pourrait se rapprocher des années folles. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça. C'est que derrière, on ressorte, on retrouve de la joie, on retrouve l'envie d'aller danser, d'aller écouter de la musique, faire des concerts. C'est ce qu'on espérait il y a 2 ans quand ça a commencé. Et voilà, écouter des artistes et ne plus ne plus être dans notre petit couloir de nage et recommencer à se sentir libre et à se parler les uns les autres. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'on sorte du clivage permanent et qu'on se reparle gentiment, parce que c'est ça une démocratie. Une démocratie, c'est pas la dictature de la majorité. Une démocratie, c'est la recherche du consensus. C'est je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Essayons de trouver un compromis qui fasse que tout le monde puisse vivre dans un univers qui soit à peu près tolérable pour tout le monde. Ça, on est en train de le perdre. Ce que je souhaite, c'est que ça revienne et que on réapprenne à s'écouter les uns les autres, à accepter nos désaccords et à accepter que quand quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on est en désaccord. Et que ce n'est pas moi je pense bien, toi tu penses mal. Non, il faut arriver. Et c'est pas parce qu'on est les plus nombreux ou qu'on gueule les plus forts qu'on a raison. Et c'est pas parce qu'on s'indigne de trucs qu'on a raison. Donc faut arriver à retrouver la tolérance à la divergence d'opinion. Et ça, c'est ce que je souhaite vraiment pour l'avenir. Voilà.
Dire, on n'est pas d'accord, et ben c'est pas grave, vivons ensemble quand même dans un espace où on va trouver un point de convergence. Accordons-nous sur nos désaccords. C'est ça. Let's agree, we disagree. Et donc peut-être en guise de conclusion terminale, t'es en tournée, on le disait. Est-ce que t'as des dates encore où on peut venir te voir? Alors je suis ce soir au Radiant. Alors j'ai dit des trucs très chiants et très très plombants hein, pendant cette heure. C'est normal. C'était le but du jeu. On est chez les socialo-communistes et les trotsko-révolutionnaires. Mais le spectacle est marrant. Hein. C'est un spectacle d'humour. Hein. C'est un spectacle qui part quand même d'une vanne. Je fais une vanne sur l'extrême richesse et l'extrême pauvreté à ma meuf et elle la déteste. La vanne étant, quand t'es riche, t'as une maison plus grosse, t'as un bateau plus gros, t'as un compte en banque plus gros. Quand t'es pauvre, le seul truc qui grossit, c'est ta femme. Et donc, du coup, elle le prend hyper mal. Et moi, je lui dis, mais c'est une blague. C'est pour rigoler. Et on part de ça pour, justement, exprimer nos désaccords. Et donc, c'est tout un truc sur les vannes. Alors après, je suis à Lyon ce soir, je suis à Maubeuge samedi. Après, je vais à Auxerre et après à Jonzac. Voilà, si des gens veulent venir, c'est très marrant. C'est très marrant. Il y a quand même un chien qui me lèche le cul dans ce spectacle. C'est quand même rigolo. Non, mais il l'a vu, Thomas. Il sait de quoi je parle. Eh bien, vous êtes bien sur Radio Anthropocène et on remercie beaucoup Arnaud Demange d'avoir été parmi nous pour ce moment d'échange. Une petite parenthèse zoophile pour finir une émission, c'est toujours bien. Et puis merci à vous. Merci beaucoup. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actu.